Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Que d'aujourd'hui. faire? Cette question se pose à chacun. Et il s'avère souvent que l'on n'aime pas du tout étudier dans l'université choisie, ou que l'on s'ennuie mortellement dans son travail. Que faire dans ce cas? Comment trouver sa profession? Quelle est sa vocation? Pour trouver une réponse à ces questions, mon interlocutrice, Elmira Davidova, candidate en sciences psychologiques, spécialiste de l'orientation professionnelle et de carrière. D'ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGID a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et vous donnera des indications sur votre type de personnalité et votre intelligence. Lire aussi 2 lignes, on converge vers un même thème, la psychothérapie existentielle et le recrutement. Une décennie de travail, sur le terrain, sur le marché du travail, m'a permis d'apprendre les métiers. Pour conseiller les gens dans ce domaine, il ne suffit pas d'être psychologue, il faut aussi connaître le marché du travail et le marché de l'éducation, ainsi que les exigences de certaines professions et de certains spécialistes au sein des organisations, la progression de carrière, les professions les plus demandées. Qu'est-ce que la psychothérapie existentielle et quel est son rapport avec le problème du choix d'une profession? L'orientation professionnelle à l'école. Campagne 15+15 offre spéciales pour les écoles, les enseignants et les conseillers d'orientation travaillant avec des écoliers. La psychologie existentielle, du latin existentia, existence, étudier des problèmes tels que la recherche du sens de la vie, la peur de la mort, la peur de la séparation d'avec les êtres chers, l'expérience de la solitude, le refus d'être mis à l'écart de la société. La principale question que les gens me posent est celle du sens, de la raison pour laquelle ils travaillent et vivent. Quoi qu'une personne fasse, elle veut que son travail ait un sens pour elle. Souvenez-vous d'Akaki Akakievitch dans « Le manteau » de Gogol, qui réécrivait des papiers et en tirait un plaisir extraordinaire? Un sentiment de nécessité et d'importance. Lorsqu'on lui a demandé de réécrire le texte en changeant les mots de place, il a été horrifié, car il s'agissait déjà d'une activité dénuée de sens pour lui et il ne tire pas son plaisir du texte, mais de son écriture, de sa calligraphie. Lire aussi. Comment et quand avez-vous choisi la profession de psychologue? J'avais 16 ans à l'époque. Quelque chose vous y a poussé. Ou quelqu'un? D'abord, je pense, le pli de ma personnalité. Enfant, je trouvais à la maison des livres de pédagogie, des revues sur l'éducation des enfants et je les lisais avec enthousiasme. Ma mère s'y intéressait beaucoup. Et ma grand-mère était enseignante. Lorsque je suis entrée à la faculté de psychologie, je me suis dit que lorsque j'aurais des enfants, je pourrais les élever d'une manière merveilleuse, selon la science. Or, il s'est avéré que ces connaissances et ces méthodes magiques n'existaient pas. Et dans la pratique, qu'en est-il de l'éducation des enfants? Les connaissances en psychologie sont-elles utiles? Nous sommes amis avec mes enfants, je suis ouverte à eux. Je jouais avec eux quand ils étaient petits, maintenant je joue avec ma petite fille, elle et moi sommes de vrais amis. La connaissance m'aide parfois à maîtriser mes comportements négatifs. Il m'aide à mieux comprendre le comportement de l'enfant, à lui donner la liberté dont il a besoin. Mais en réalité, il y a toujours un fossé entre ce que nous savons et ce que nous faisons réellement. Et ce fossé est comblé par des habitudes, des clichés comportementaux. Par exemple, si dans la famille il n'est pas accepté de se prendre dans les bras, il faut apprendre à se prendre dans les bras ou s'autoriser à le faire, c'est la chose la plus difficile. Mais le toucher et le contact corporel sont si importants pour montrer de la chaleur et de l'attention. Elmira, pourquoi certaines personnes peuvent-elles déterminer leur penchant pour une profession et d'autres non? Souvent, la raison en est que la personne ne réfléchit pas à ce qu'elle veut. Les jeunes vont là où leurs parents leur disent d'aller, là où c'est plus prestigieux, là où vont leurs amis, ou à l'institut le plus proche de chez eux. Ils confondent leurs désirs avec ceux des autres ou ne connaissent même pas leurs désirs. Il s'agit là d'un problème existentiel. Pourquoi certains connaissent-ils leurs désirs, alors que d'autres prennent les désirs de leurs parents pour les leurs? C'est notamment le problème de la relation enfant-parent.
Tout dépend de la liberté que l'adulte donne à l'enfant. Si les parents ne critiquent pas les rêves et les projets de l'enfant, s'ils lui laissent la liberté de penser et d'agir, il aura beaucoup moins de problèmes d'autodétermination que dans une famille où papa ou maman décident de tout pour lui. Souvent, les gens ne voient pas leurs capacités, n'en tiennent pas compte et ne les respectent pas. Et pourquoi ne les respectent-ils pas? Parce qu'ils ne savent pas comment transformer ces capacités en profession. La prise de conscience en la matière joue un rôle important dans le choix d'un parcours de vie. En ce qui me concerne, j'ai commencé à ressentir une certaine anxiété à partir de la 7e année d'école. Qu'est-ce qui va suivre? Dans 3 ans, l'école se termine et tout dépend de moi. Le matin venu, où irai-je? Et que faire si une personne ne sait pas du tout ce qu'elle veut? Il est possible d'exclure tout ce qui est en principe catégoriquement inacceptable. Il faut ensuite exclure ce qui n'est pas disponible pour des raisons objectives. Une personne de 50 ans n'ira pas, par exemple, étudier pour devenir médecin. Enfin, c'est le temps du travail psychologique, dont l'objectif est de comprendre ce qui se cache derrière ce refus de faire et de vouloir quelque chose. Est-ce la peur? Si une personne ne veut pas agir, c'est très souvent la peur de la vie, la peur de l'action qui est à l'origine de ce refus. Désirer signifie faire. Une personne le comprend inconsciemment, c'est pourquoi elle a peur. Lire aussi. Les personnes d'âge mûr viennent-elles souvent vous voir avec le désir de tout changer, de recommencer à zéro? Qu'est-ce qui les aide à prendre cette décision? Oui, c'est le cas le plus fréquent. Cette détermination à changer quelque chose dépend de la force de la pression des circonstances. Plus le désir de changer quelque chose dépend de la question de savoir si une personne aura un toit au-dessus de sa tête, plus elle sera active pour changer et changer. La pression du non-sens, d'ailleurs, agit aussi très fortement. C'est lorsqu'une personne s'ennuie au milieu d'une journée de travail, qu'elle n'a rien à faire et qu'elle a envie de s'endormir. Selon vous, quels sont les critères à prendre en compte lors du choix d'une profession? Vous devez examiner ce autour de quoi tournent vos pensées en permanence. Disons que vos pensées tournent autour des relations humaines. Votre profession doit donc être en rapport avec les êtres humains. Si vous voulez mettre votre nez dans les affaires des autres, vous devez être avocat, juriste, journaliste. Si l'on pense à assembler quelque chose, on est ingénieur. Si une personne pense aux vêtements, cela signifie que son travail doit être lié aux vêtements. En général, le critère est le suivant. Une profession doit être agréable à sentir, à goûter et à regarder. Il faut choisir une profession avec tout son être et ne pas penser uniquement à l'argent. Un jeune homme est venu me voir aujourd'hui. Il est économiste. Il dit que tout cela l'ennuie et qu'il ressent en lui des impulsions créatrices. Il a étudié la musique. Il y a eu des obstacles, il est parti. En général, il s'est avéré qu'il se désintéressait constamment des obstacles qu'il rencontrait. Il en a résulte un sentiment d'absence de désir et d'insignifiance de la vie. Mes conseils l'ont aidé à comprendre qu'il avait besoin d'assouvir ses désirs, certaines de ses passions. Enfin, il aimait allumer des feux et faire exploser des choses. Lorsque je lui ai dit, alors qu'il est titulaire d'un doctorat en économie, qu'il devrait abandonner l'économie et devenir pyrotechnicien, il a sauté de joie. Il a été, comme il l'a dit, époustouflé par cette idée. Nous avons discuté avec lui de la manière de réaliser ce projet et de se lancer dans le cinéma. Sa passion était et est toujours de travailler avec des images visuelles. À l'avenir, il deviendra probablement directeur de la photographie, mais il entrera dans le cinéma par la pyrotechnie. Il doit travailler avec ses mains, faire exploser des choses, mettre le feu. Et là, il n'aura aucune résistance intérieure, tous les obstacles seront surmontés. Après tout, tout dépend de la force du désir. Il suffit de comprendre ses désirs et de ne pas les brider. Lire aussi. On nous dit parfois, tu vas brûler des casseroles? Tu n'as pas le droit. Oui, ce n'est pas grave. Il faut que tu fasses des études. Avocat, économiste, c'est compréhensible. Mais qu'est-ce que c'est que ça, brûler des pots, nous déshonorer? Et un homme passe toute sa vie à faire ce qu'il devrait faire, et non ce qui attire ses vilaines mains. Je pense que les maniaques deviennent comme ça parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion, dans leur enfance, de faire ce qu'ils voulaient. Faire des films d'horreur? Peut-être.
Ces personnes ne pouvaient pas réaliser une telle passion d'une manière socialement acceptable. Et la tension en eux n'a cesse de croître. Aujourd'hui, de nombreuses personnes choisissent une profession uniquement en fonction de sa rémunération. L'argent peut-il compenser le manque de plaisir au travail? Dans une certaine mesure seulement. Lorsqu'une personne sature ses besoins primaires, d'autres besoins d'un ordre supérieur entrent en scène. Une personne vient me voir et me dit « Tout semble aller bien, j'ai besoin de me développer davantage, aidez-moi à comprendre où. Exactement je dois me développer. » La raison pour laquelle les gens quittent un emploi rémunéré peut également être la tension très élevée qui accompagne souvent ce type d'emploi. D'autre part, il est très difficile d'atteindre des sommets dans un travail que l'on n'aime pas. Il est souvent impossible d'atteindre le niveau d'un bon professionnel dans de telles conditions. Lire aussi que font les gens lorsque leur emploi bien rémunéré commence à les dégoûter. Un mouvement existe, le downshifting. Aujourd'hui, il fait couler beaucoup d'encre. En général, il s'agit d'un terme automobile, qui signifie passer à une vitesse inférieure. Les personnes qui sont très motivées, par exemple les PDG d'entreprise, réalisent à un moment donné que c'est comme s'ils étaient en permanence dans un avion ou une voiture, ils vivent à grande vitesse. Ils vivent à grande vitesse et n'ont pas l'occasion de parler aux enfants, de voir de l'herbe, des oiseaux. La personne se rend compte que « mes années vont se consumer ». Je ne parle pas de tout le monde. Mais il y a une catégorie de personnes qui se rendent compte que la vie elle-même est beaucoup plus importante que la marque de voiture. Et les biens matériels qu'une personne peut posséder. Ces personnes achètent une maison quelque part à la campagne ou au bord de la mer et y vivent. Il a de l'argent, il ne meurt pas de faim. Mais il cesse de participer à cette course à l'argent et plonge dans une autre vie, une vie réelle. Qui vient le plus souvent vous voir, les hommes ou les femmes? À quel âge? Les femmes. De 23 à 50 ans. Pour celles qui ont plus de 50 ans, je peux dire sans me tromper, vous aussi, mes chères filles, vous pouvez gagner de l'argent. Vous pouvez trouver un emploi. Il n'y a pas de recette unique pour tous les cas, mais il est toujours possible de mener une vie intéressante. Pourquoi les gens vivent-ils si peu en Russie? Je pense, en particulier, que notre société est profondément convaincue qu'après 60 ans, il n'y a plus rien de bon, on n'est plus utile, on n'a plus besoin de rien, on n'est plus productif. Ce n'est pas le cas. Les personnes de plus de 60 ans, de plus de 70 ans, de plus de 80 ans et au-delà peuvent apporter beaucoup aux autres grâce à leur expérience de vie. Il suffit de garder son cerveau, ses vaisseaux et ses articulations en bon état pour pouvoir continuer longtemps à faire quelque chose d'utile. Et, bien sûr, ne pas boire de vodka du matin au soir. Il est bien connu que si l'on ne travaille pas trop, le travail donne de l'énergie, surtout s'il donne à réfléchir. Je demande donc à Dieu de me donner la possibilité de travailler jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière heure, sinon, je ne peux tout simplement pas. Je ne dis pas que je dois travailler toute la journée, du matin au soir, mais que je peux faire quelque chose et aider. C'est la seule façon de rester sain d'esprit. Lire aussi que pensez-vous des tests? Je n'y ai que très rarement recours. Après tout, qu'est-ce qu'un test? Ce sont des questions. Et je pose moi-même des questions, mais je les traite et les présente d'une autre manière. Lorsqu'une personne vient me voir, j'ai déjà un certain nombre d'hypothèses toutes faites. À 50 ans, c'est une histoire, à 20 ans, c'est une autre histoire. Je vérifie mon hypothèse, je fais une autre supposition, etc. Et je me retrouve avec toute une série d'hypothèses. Je me fais alors une idée précise des capacités professionnelles d'une personne. Le test propose un grand nombre de filières. Je vous en propose une, deux tout au plus. Ensuite, nous trouvons des établissements d'enseignement, des cours, d'autres moyens. Souvent, nous prescrivons même un calendrier. Pour l'entrée dans une spécialité particulière. Hier, avec une personne, nous avons élaboré un programme de vie jusqu'en septembre de cette année. Il y avait 3 options pour le déroulement des choses. Il a d'abord choisi l'option A, puis l'option B et enfin l'option C comme dernière option. Nous avons décrit en détail comment il passerait de l'option B à l'option C. J'essaie de me comporter de manière très responsable, les gens me laissent prendre des décisions claires.
Y a-t-il des personnes que vous n'avez pas pu aider et, si oui, pourquoi? Lorsqu'une personne le souhaite, on peut toujours l'aider. On ne peut pas aider les pleurnicheurs, c'est-à-dire les personnes qui, au départ, ne veulent rien changer à leur sort. Les personnes qui disent « Je suis venu à toi, et toi, magicien, fais tout toi-même », il est également difficile d'aider ces personnes. Je ne peux pas construire une maison pour une personne, je ne suis pas Dieu, je ne suis qu'un conseiller. Je suis la personne que vous pouvez consulter sérieusement à un moment critique de votre vie. Et quel genre de personne vous plaît particulièrement? Il est agréable de voir une personne prendre sa vie au sérieux, se préoccuper de tout ce qui s'y rapporte. Alors, tout ce que je semais en elle prend racine, résonne et se développe. Il est bon qu'une personne puisse faire la distinction entre des notions aussi fines que sentir et savoir. C'est toujours un plaisir de côtoyer des personnes qui s'épanouissent humainement.